Ah, la bibliothèque d'Alexandrie. Un lieu mythique, dont le nom seul évoque la grandeur et le mystère. Imaginez franchir ses portes, pénétrer dans une salle majestueuse où la lumière danse sur des colonnes de marbre. Des milliers de rouleaux de papyrus s'alignent du sol au plafond, porteurs de tout le savoir du monde connu. Fondée au IIIe siècle avant notre ère, sous le règne des Ptolémées, la bibliothèque d'Alexandrie devient rapidement le centre intellectuel du monde antique. Des savants venus de Grèce, d'Égypte, de Perse, d'Inde et d'ailleurs s'y réunissent pour étudier, traduire et débattre. On y croise Ératosthène, qui mesure la circonférence de la Terre, Euclide, père de la géométrie, ou encore Callimaque, le grand bibliothécaire. La bibliothèque n'est pas seulement un lieu de stockage, mais un véritable laboratoire d'idées, où l'on classe, compare et commente les textes. C'est ici que naît la philologie, la critique textuelle, la volonté de comprendre et de transmettre fidèlement le savoir. Mais la bibliothèque est aussi le reflet d'une ambition démesurée, réunir tout le savoir du monde en un seul lieu pour éclairer l'humanité. Derrière ce rêve, il y a une histoire de pouvoir, d'ambition, de transmission. Alexandrie devient le carrefour des civilisations, un pont entre Orient et Occident. Aujourd'hui encore, la bibliothèque d'Alexandrie fascine. Elle incarne le rêve universel de connaissance et rappelle que la quête du savoir est l'une des plus grandes aventures humaines. Pour comprendre la bibliothèque, il faut d'abord comprendre la ville qui l'a vue naître, Alexandrie. Fondée en 331 avant notre ère, par le plus célèbre des conquérants, Alexandre le Grand lui-même. Son emplacement n'a rien d'un hasard. C'est un choix stratégique exceptionnel. Située sur la côte méditerranéenne, à l'embouchure du Nil, la ville est un carrefour. Elle est le pont entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Occident et l'Orient. Très vite, Alexandrie devient le plus grand port du monde antique. Les navires y affluent de partout, chargés d'épices, de soie, de bois précieux, mais aussi d'idées nouvelles. C'est une ville cosmopolite avant l'heure. Sous la dynastie des Ptolémées, la ville atteint son apogée. Elle devient une mégalopole éblouissante. Imaginez des avenues larges et rectilignes, bordées de temples, de palais et de jardins luxuriants. Et puis, il y a le phare, le célèbre phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde antique. Ce phare est un symbole. Alexandrie n'est pas seulement un guide pour les navires, elle est un phare pour l'esprit humain. La création de la bibliothèque d'Alexandrie est une véritable saga. L'idée aurait germé dans l'esprit d'Alexandre le Grand conseillé par Aristote. Mais c'est son successeur en Égypte, Ptolémée Ier Sotère, un de ses généraux les plus fidèles, qui concrétise le projet. Vers 295 avant notre ère, il décide de créer une bibliothèque, un véritable centre de recherche. Le Museion, le temple des muses. Ce n'est pas un musée comme nous l'entendons aujourd'hui, c'est une université, une académie des sciences. La bibliothèque en est le cœur, l'outil indispensable. L'objectif de Ptolémée Ier est clair, faire d'Alexandrie la nouvelle Athènes. Il confie la direction du projet à Démétrios de Phalère. Des agents sont envoyés dans tout le monde, connus pour acheter les livres ou copier les livres les plus rares. On raconte même que tous les navires faisant escale à Alexandrie étaient fouillés. Si un livre était trouvé à bord, il était confisqué, il était copié, et l'original était conservé à la bibliothèque. Une copie était rendue au propriétaire. Sous le règne de Ptolémée de Philadelphe, la bibliothèque atteint une taille monumentale. Il se fixe un objectif fou, posséder un exemplaire de chaque livre jamais écrit. Une annexe est créée dans le Sérapéum pour abriter les copies et les ouvrages moins importants. L'architecture, les péripatoires, les auditoriums, tout était pensé pour impressionner et servir la connaissance. Ces rouleaux, rangés dans des armarias, identifiés par de petites étiquettes, tout était organisé de manière rationnelle. Qui donc avait le privilège d'accéder à ce temple du savoir ? Contrairement à nos bibliothèques publiques modernes, la grande bibliothèque d'Alexandrie n'était pas ouverte à tous. Son accès était réservé à une élite. Il fallait être un savant, un chercheur, un poète ou un étudiant invité au Museion. Ces intellectuels, une centaine environ, étaient logés, nourris et recevaient un salaire du roi. En retour, ils devaient se consacrer entièrement à leurs recherches, à l'écriture et à l'enseignement. Le fonctionnement de la bibliothèque était d'une complexité et d'une rigueur incroyables. Il fallait classer, cataloguer, corriger et commenter. C'est à Alexandrie qu'est née la philologie. Les savants comparaient différentes versions pour établir le texte le plus authentique. À la tête de l'institution, des bibliothécaires de prestige, Zénodote d'Éphèse, puis Callimaque, qui rédigea les Pinaquets. Les Pinaquets,
Un catalogue raisonné perdu listait les œuvres par genre avec biographie et incipit. Le travail quotidien, copiste, traducteur, commentateur, un environnement fleuve pour la connaissance. Des savants comme Ératosthène, Euclide, Héron ont fait la renommée d'Alexandrie. Que contenait donc cette fameuse bibliothèque? Les chiffres qui nous sont parvenus donnent le vertige. 400 000 à 700 000 rouleaux de papyrus à son apogée. Poésie, théâtre, philosophie, histoire, Homère, Platon, Aristote. Mais surtout, au-delà du monde grec, les Ptolémées, ambition universaliste, Égypte ancienne, traité de médecine égyptienne, livre des morts, archives administratives. Mésopotamie, texte d'astronomie, manuscrits venus d'Inde, manuscrits venus de Perse. Le domaine scientifique était particulièrement bien représenté. Traités de mathématiques, Euclide, Archimède, des ouvrages d'astronomie, Aristarque, traités héliocentriques. La médecine, Hérophile, Érasistrate, pionnier de l'anatomie et de la physiologie. Au-delà des grands noms, une myriade d'ouvrages aujourd'hui perdus nourrissent tous les fantasmes. Parmi les trésors de la bibliothèque, certains sont particulièrement mystérieux. On murmure qu'elle contenait bien plus que des textes littéraires, des secrets technologiques. Héron d'Alexandrie. Il a conçu l'éolipile, le premier moteur à vapeur de l'histoire. Des sphères tournantes, des portes automatiques déclenchées par un feu sur l'autel. Ces inventions témoignent d'une connaissance avancée de la mécanique, pneumatique, hydraulique, automate. Une machine distributrice de vin, preuve d'ingéniosité pratique. Pourquoi ces inventions n'ont-elles pas déclenché une révolution industrielle? Peut-être qu'elles étaient names de considérer comme des jouets savants. Un autre secret concerne la médecine. Hérophile pratiqua des dissections. Il identifia le rôle du cerveau. Ils distinguèrent deux nerfs moteurs et sensitifs, décrivirent le cœur et ses valvules. Ces connaissances, consignées dans des traités aujourd'hui perdus, étaient très en avance sur leur temps. Après leur disparition, il faudra attendre la Renaissance pour redécouvrir ces acquis. La question de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. L'image la plus célèbre, un gigantesque incendie dévorant en une nuit des siècles de savoir. Le premier coupable souvent désigné est Jules César. En 48 avant notre ère, lors de la guerre civile, César se retrouve assiégé à Alexandrie. Pour contrer la flotte, il ordonne de mettre le feu aux navires. L'incendie, dit-on, se serait propagé aux entrepôts voisins, puis à la bibliothèque elle-même. Cependant, cette version est contestée. Strabon et d'autres visiteurs signalent le fonctionnement du Mousion quelques décennies après. Peut-être que l'incendie de César a détruit un dépôt près du port, pas la bibliothèque principale. D'autres coupables furent avancés, chrétiens, empereurs, conquérants arabes. On a accusé les chrétiens lors des émeutes de 391. Le Sérapéum fut détruit. Mais contenait-il encore des ouvrages précieux? La question reste ouverte. Plus tard, la légende veut qu'Omar ait ordonné de brûler les livres. La plupart des historiens modernes rejettent cette anecdote. La vérité est plus triste. Une lente agonie, guerre civile, troubles politiques, baisse du financement, négligence, manuscrits qui se détériorent. La grande bibliothèque s'est éteinte à petit feu, emportant ses secrets dans un silence progressif. Face à l'immensité de cette perte, une question taraude les esprits. Tout a-t-il vraiment disparu? Ne pourrait-on pas retrouver, un jour, une partie des trésors de la bibliothèque? Des milliers de documents furent d'eau découverts ailleurs, comme à Oxyrhynque. Alors pourquoi pas à Alexandrie? La ville moderne est construite sur la cité antique, mais la nappe phréatique élevée rend les fouilles extrêmement difficiles. Des archéologues sous-marins explorent la baie où le quartier royal fut englouti. Ils retrouvèrent des statues colossales et des éléments architecturaux, mais pour l'instant aucun papyrus. Sur la terre ferme, chaque chantier se scrutait. La découverte d'un seul rouleau serait un événement mondial. Grâce aux technologies modernes, on parvient à lire des papyrus carbonisés. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être qu'une nouvelle technologie nous permettra un jour de déchiffrer un indice, un fragment. Un fragment qui nous en dira plus sur les secrets de la plus célèbre bibliothèque de tous les temps. Aujourd'hui, le 26 août 2025, plus de 2 millénaires après son âge d'or, la bibliothèque d'Alexandrie continue de nous fasciner. Pourquoi ce lieu, dont il ne reste pas une pierre, occupe-t-il une place si importante dans notre imaginaire collectif? Il incarne une idée, un idéal, d'un savoir universel, accessible, capable d'unir l'humanité.
C'est le rêve d'un monde où la connaissance prime sur l'ignorance, où la curiosité l'emporte sur le dogme. Les méthodes, critique textuelle, classification, bibliographie, édition critique, sont nées sur les rives du Nil. Les savants d'Alexandrie nous ont appris à questionner, comparer et comprendre les textes. L'histoire tragique de sa disparition rappelle la fragilité du savoir. Elle nous montre que la connaissance doit être protégée, entretenue et transmise. Aujourd'hui, veiller à nos bibliothèques, physiques et numériques, est une responsabilité vitale. En 2002, la Bibliotheca Alexandrina a ouvert. Ce n'est pas une reprise, c'est un hommage. Le rêve n'est pas mort. Le phare s'est peut-être éteint, mais sa lumière continue de guider